Bonjour à toutes et à tous, et merci à Sylvie et à Marc de me donner l'opportunité d'intervenir au cours de cette rencontre. Journées qui sont toujours riches en termes d'échanges. Je fais partie, donc, comme l'a dit Marc, de la direction innovation, avec des activités qui sont pour la plupart centrées sur les questions qui sont autour de notre stratégie innovation. Je n'ai pas prévu de vous représenter le groupe PSA. Je voudrais juste vous rappeler, comme l'a dit Marc en introduction, PSA maintenant c'est 5 marques automobiles, alors 2 marques historiques, Peugeot et Citroën, qui fête son centenaire cette année, DS, une marque beaucoup plus récente, orientée premium, et puis depuis le rachat d'Opel à AGM, Opel et son équivalent anglais qui s'appelle Vauxhall. Sans oublier notre 6e marque, qui est une marque liée au service de mobilité, pour suivre la tendance générale qui s'appelle Free2Move. Alors mon propos aujourd'hui, ça va être de vous démontrer comment l'automobile en général, et le groupe PSA en particulier, contribue à l'amélioration de la qualité de l'air par la réduction des émissions polluantes et aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la réduction des émissions de CO2 de nos véhicules. Et ça fonctionne. Alors nous sommes dans un monde à mutation rapide. Et ces mutations s'accompagnent d'évolutions sociétales majeures qui impactent aussi notre domaine automobile, notre monde. Pour les passer très très rapidement, par le partage, on est concerné par l'autopartage, le partage de trajets. Sur les marchés et leurs divergences, les différentes régions du monde ont un historique et un rapport aux produits automobiles et aux services de mobilité qui peut être sensiblement différent. La conduite autonome, alors je ne vous ferai pas l'affront de reparler de conduite autonome, on en parle quasiment presque autant que l'intelligence artificielle. Donc, vous devez être déjà bien affûté sur le sujet. La digitalisation, ça nous concerne tous, que ce soit à titre personnel et professionnel. Pareil, je ne vous ferai pas l'article sur l'usine 4.0, qui sont des sujets aussi d'actualité. À travers le mindset, on a nos clients qui sont des individus en recherche de bien-être, comme beaucoup de personnes à travers le monde, de liberté de mouvement et de nouvelles expériences, y compris à bord de leur véhicule. Et puis, au chapitre hyperconnectivité, on a bien sûr l'automobile qui est au cœur de l'Internet des objets, avec une continuité de service, le seamless, et aussi l'intégration dans l'autre sens de ce qui se passe dans le monde des GAFA ou des BAT, qui intègrent progressivement les habitacles de nos véhicules. Alors le propos aujourd'hui, il est centré sur les enjeux environnementaux. La transition énergétique et écologique est une priorité, et en l'occurrence pour les pouvoirs publics qui deviennent prescripteurs, en l'occurrence de technologie. Donc si on commence par le chapitre environnement, c'est une préoccupation depuis toujours. Comme vous pouvez le voir à l'écran, depuis y compris le 1er siècle, avec des écrits de Sénèque qui parlent de puanteur des fumées de cheminée, mais ça a été repris alors, au cours du Moyen-Âge, au XVIIe, avec une autre citation de John Evelyn à Londres, avec les nuages de soufre, et puis on aurait pu faire une longue liste avec tout ce qui a pu s'écrire pendant la Révolution industrielle. Malgré cela, une bonne nouvelle, c'est que la qualité de l'air, elle s'améliore, et en l'occurrence, depuis 25 ans, les émissions totales de PM2,5 ont baissé de 65% au global. Alors, une petite parenthèse, la qualité de l'air, elle se mesure soit à travers différents polluants, les NOx, qui sont les plus connus, le monoxyde et dioxyde d'azote, mais aussi à travers des particules, qui sont caractérisés par leur taille, donc 10 comme 10 micromètres et 2,5 comme 2,5 micromètres. Et j'ai, pour illustrer le propos, retenu les particules de 5 qui sont considérées comme les plus nocives pour la santé publique. Donc ces émissions ont largement baissé pour l'ensemble des secteurs, vous voyez les différentes couleurs, pas simplement automobiles, avec un petit bémol, c'est que sur les véhicules privés ou véhicules utilitaires légers, la baisse a été, c'est peut-être mieux comme ça, la baisse a été de 54%, donc un petit peu moins que la tendance générale, mais qui s'explique par une augmentation du parc de 40%, qui est relativement importante en 25 ans, et puis surtout aussi
une répartition diesel-essence qui a été fortement, avec un ratio 1/3, 2/3 pour le diesel, lié à des incitations de taxes de carburant à la pompe. Alors tout ça, ça a été notre contribution, on va dire, automobile, a été dictée par des réglementations, et en l'occurrence une réduction de 90% des émissions de particules au niveau de l'échappement. Alors, j'ai évoqué le mot réglementation. Ça concerne qui? L'ensemble des véhicules. À noter un peu plus récemment les deux roues, inclus dans le débat, et y compris les motorisations off-road, donc tous les engins agricoles divers et variés, qui font aussi partie du contexte, avec bien sûr à chaque fois des cycles ou des valeurs qui sont adaptées à chaque usage. Les polluants, vous avez une petite liste, à noter qu'ils évoluent régulièrement, et avec bien sûr des valeurs qui sont revues à la baisse très régulièrement. Et tout ça est mesuré sur un banc moteur dans des conditions bien déterminées, en l'occurrence en termes de température, pression, etc., pour être représentatif et répétitif, suivant des cycles qui peuvent être différents suivant les différentes régions du monde ou différents pays. En l'occurrence, le but de ces cycles est d'être représentatif des conditions de roulage locales, qui expliquent des diagrammes. Alors en bas, c'est le temps, et en ordonnée, en verticale, c'est la vitesse du véhicule. Voilà. Mais justement, ces cycles ont été récemment relativement décriés en termes de représentativité, et ils ont évolué, en l'occurrence, en Europe. Alors, un graphique un peu pour les amateurs, quoi. On va y aller doucement. Dans les graphiques du haut, vous avez la vitesse de rotation du moteur et la charge du moteur. Et dans les graphiques du bas, comme à l'instant, vous avez le temps et la vitesse du véhicule. Le propos, il est juste d'illustrer qu'on est passé d'un cycle NEDC, celui qui est le plus à gauche, à un cycle WLTC ou WLTP, avec des échéances qui ont été en septembre de l'année dernière, en septembre 2018. Et vous voyez, juste à noter, que le nombre de points est beaucoup plus important, surtout dans les parties hautes du graphique. Ça veut dire que le moteur est beaucoup plus sollicité, et donc ce qu'on mesure est beaucoup plus représentatif de ce qui va se passer dans la vraie vie. Et à venir, tout prochainement, alors c'est plus représentatif parce qu'en l'occurrence, pour les plus avertis, sur le diagramme de vitesse, on a des accélérations un peu plus importantes, et surtout des zones de vitesse entre 100 et 130 km/h qui durent beaucoup plus longtemps que dans le cycle précédent NEDC. Et puis, à venir, donc les travaux en cours, le but c'est d'aller jusqu'à des conditions représentatives, des conditions de roulage réelles. Donc là, on quitte le banc moteur pour aller sur route avec un véhicule qui est équipé de l'engin de l'instrumentation de mesure sur un crochet d'attelage, et qui mesure les émissions dans des conditions réelles de roulage. Le propos aujourd'hui, ce qui est défini, c'est que dans le pire des scénarios, les émissions dans les conditions de roulage ne soient pas au-dessus d'un certain facteur dans les conditions de banc. Ce facteur aujourd'hui, il est 2,1 pour certains polluants. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Alors tout ça pour vous dire à la fin que cette échéance de septembre 2018, on est relativement content, fier, on va dire, d'avoir été le premier constructeur à homologuer l'ensemble de ces véhicules, conformément à ce cycle. Ça a été l'occasion d'un communiqué de presse, et ça a été l'occasion de retomber positif en termes de commerce par rapport à des véhicules qui étaient disponibles, contrairement à d'autres marques automobiles. Le deuxième chapitre sur l'énergie et la réduction des émissions de CO2. Alors, on a des vrais challenges avec des vrais enjeux économiques à la clé. Alors à court terme, parce que pour nous 2021 c'est demain, hein, parce que les véhicules qui vont sortir en 2021 sont déjà bien avancés en termes de R&D, et à moyen terme, pour plutôt 2025 et 2030, vous en avez peut-être certainement entendu parler, hein, les 95 grammes de CO2, alors convertis en consommation, c'est à peu près 4,1 litres quand on a un moteur essence et 3,6 litres quand on a un moteur diesel. Donc c'est pas beaucoup. Et tout gramme de CO2 au-dessus de ce seuil sera taxé de 95 € multiplié par le nombre de véhicules. Donc vous prenez quelques grammes, ça
arrive à quelques centaines d'euros, multiplié par quelques millions de véhicules, puisqu'un constructeur commercial allait entre 3 et 10 millions pour les plus importants, ça fait tout de suite des pénalités qui peuvent atteindre quelques centaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, aucun constructeur n'est encore à ce trait de 95 grammes de CO2. Et par-dessus cette contrainte de 95 grammes de CO2, il a été annoncé récemment au niveau du Parlement européen un objectif de réduction de moins 15% pour 2025 et de moins 37,5% pour 2030, avec une prise en compte des véhicules électriques avec un ratio au moins de 15 et 30% respectivement. Alors, une petite illustration, parce que nous sommes aussi présents en Chine, pour montrer que les Chinois suivent notre tendance, alors avec un léger retard sur tout ce qui est moteur à combustion, mais une petite avance en termes de pourcentage de véhicules électriques sur ce sujet. Alors, au-delà de la réglementation, on se pose quelques questions, puisque la réglementation, quelque part, c'est une contrainte auquel on répond. Et on a des réflexions plutôt pour des échéances 2030-2035. En l'occurrence, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle une approche 360 degrés, c'est de raisonner cycle de vie. Donc ça a été évoqué, je crois, ce matin. Cycle de vie à la fois en vertical sur le cycle de vie produit, donc depuis l'extraction des matériaux jusqu'au recyclage du véhicule. À noter qu'il n'y a pas de réglementation spécifique CO2 sur cette chaîne. Il y a des réglementations très particulières. Si vous voulez en savoir plus, on a un document RSE qui est assez complet sur la question. À noter, vis-à-vis du développement durable, une réglementation assez ancienne maintenant qui nous impose 95% de recyclage en masse du véhicule. Et sur l'axe cycle de vie de l'énergie, en fait, la seule réglementation qui existe, c'est le café, issu aussi de COP21, et elle ne porte que sur ce qui se passe entre le réservoir et la roue. Donc le but, c'est bien sûr d'élargir le débat. Alors pourquoi on élargit le débat aussi ? Encore un graphique. Tout à gauche, vous avez un véhicule essence. Donc en bleu, c'est les émissions de CO2 liées au cycle de vie du véhicule. C'est projeté à 2035, donc plutôt favorable aux énergies électriques et aux batteries. Et en rose, enfin en foncé, les émissions de CO2 liées au cycle de vie du carburant qu'il va falloir mettre dans votre véhicule thermique. Et tout à côté, la même chose en version électrique, avec en jaune, là, les émissions liées au cycle de vie de la batterie. Et vous voyez que pour un véhicule qui roule peu, 50 000 km sur cette durée de vie, on est dans des ratios à peu près équivalents, à condition d'être dans un mix électrique décarboné, en l'occurrence un mix français. Si on est dans un mix électrique charbon, un peu plus à droite, on voit que le vert, donc qui correspond aux émissions liées au cycle de vie pour la production d'électricité, peut devenir prépondérant. Et en l'occurrence, si le véhicule roule beaucoup, c'est sûr que dans des pays à énergie électrique décarbonée, c'est relativement intéressant. Dans des pays mix électrique charbon, alors aujourd'hui, le mix électrique charbon, c'est la Chine, c'est la Pologne. Dans une moindre mesure, c'est aussi l'Allemagne. C'est un paramètre qui est également à prendre en compte, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, au-delà de l'analyse de ces cycles de vie, en fait, on regarde l'ensemble des composantes qui vont soit avoir des impacts sur l'air, donc comme les gaz à effet de serre avec le changement climatique, tous les composants NOx et organiques volatiles qui font favoriser la création d'ozone, mais aussi tous les acides qui peuvent précipiter sous forme de pluie acide, tout ce qui a aussi un impact sur l'eau, donc qui va augmenter les composés soit nitrate, phosphate. Et puis bien sûr les impacts sur les ressources. Alors les ressources, on en a pris conscience déjà depuis quelques années, elles sont limitées, et en l'occurrence les ressources naturelles non renouvelables, les minéraux et les métaux. Et puis dans la prise en compte
toute l'énergie qui est nécessaire justement à assurer cette transformation. Alors cette approche, elle est partagée avec différents acteurs de l'industrie et académiques. Le but est de définir des indicateurs dont le poids sera à pondérer, en vue d'éclairer les réglementations d'après 2030, en ayant un raisonnement beaucoup plus global que le raisonnement qui peut dicter les réglementations d'aujourd'hui. Voilà. Alors, si on revient vers le présent, un petit peu de pub, notre président a annoncé, et ça fait partie de l'orientation de notre groupe, dès 2019, 100% des véhicules qu'on va commercialiser, enfin des nouveaux véhicules, auront soit une version électrique et ou une version hybride, ce qui nous donnera à peu près 15 véhicules électrifiés d'ici 2021, avec un objectif, comme d'autres constructeurs l'ont annoncé, 100% de la gamme électrifiée en 2025. Alors électrifié, ça veut dire pas forcément un véhicule électrique avec une batterie, ça veut dire une machine électrique à un moment dans le véhicule, avec une capacité de stockage électrique bien sûr, mais qui permet de récupérer l'énergie perdue au freinage, en l'occurrence par exemple, à travers de l'énergie thermique dans les freins. Et donc d'améliorer sensiblement les émissions de CO2, même si on a encore un moteur thermique pendant quelques temps. Voilà, puis un petit coup de pub pour la fin, c'est l'illustration des nouveaux véhicules, donc électriques, qui sont commandables, je crois, dès maintenant, et qui seront dans les réseaux d'ici la fin de l'année. Donc la nouvelle 208, qui a une version électrique, la nouvelle Opel Corsa, et puis, alors c'est l'ancienne version de présentation, la DS7 Crossback e-Tense qui est en version hybride, pour la petite histoire, qui a été homologuée grâce à l'hybridation et au stockage d'énergie à 1,4 litres de consommation au 100 km pour 31 grammes de CO2. Et puis la DS3 électrique. Et j'avais rajouté un peu tard la C5 Aircross qui va suivre la DS7 et qui va être aussi commercialisée en hybride électrique. Merci de votre attention.